Un politique, un sportif, un homme. C'est vous, Monsieur Guy, bonsoir. Notre entretien portera précisément sur ces trois aspects de votre personnalité. L'homme politique, tout d'abord. Monsieur Guy, on vous l'a rappelé tout à l'heure, vous êtes un des hommes politiques les plus populaires de Suisse, et pourtant, vous avez quitté la politique fédérale il y a 14 ans déjà, mais beaucoup de personnes vous aiment toujours et vous aiment encore. Et quand on vous demande quelle est la clé de ce succès, vous répondez souvent par une boutade. C'est parce que j'ai un nom simple, à 3 lettres. Alors une question, M. Ogui. Voulez-vous dire que Ogui, O-G-I, est un organisme génétiquement illustre? Monsieur le professeur, mesdames et messieurs, que vous veniez, subjonctif, écouter le français fédéral de Kandersteg me fait énormément de plaisir. Je dirais c'est formidable. Merci beaucoup. Je reviens tout d'abord aux 3 lettres. Et quand j'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai appris, si vous voulez, faire passer un message, surtout dans les Nations Unies, au commencement, il faut raconter une petite histoire. Donc, à cause de ces 3 lettres, M. Couchepin, il ne faut pas lui dire, mais M. Couchepin était dans le train de Berne à Martigny. M. Couchepin dans le train, on ne peut pas très bien s'imaginer. Et il avait oublié les livres intellectuels. Il n'y avait que le Nouvelliste. Et après Fribourg, il a commencé à faire des mots croisés. Il y avait une question. Un ancien conseiller fédéral avec 3 lettres. M. Couchepin a commencé à réfléchir. Et il fallait changer le train à Lausanne. Et tout juste avant Lausanne, ça y est, il avait la réponse. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit, un ancien conseiller fédéral avec 3 lettres? Moi. Alors. Il ne faut pas le dire parce qu'il a une mémoire d'éléphant et il m'en voudrait. Tout d'abord, en ce qui concerne la popularité. Monsieur le professeur, vous savez, la popularité est très dangereuse. Il faut faire très attention. Il faut gérer la popularité, c'est-à-dire gérer, c'est peut-être pas là le mot, mais il ne faut pas être tous les jours dans les journaux. Il faut savoir rentrer dans les rangs. Il faut savoir disparaître à un certain moment. Et moi, j'essaie de gérer. Mais enfin, j'ai tous les jours encore entre 30 et 40 lettres, mails et SMS. Et si je peux, je réponds, je donne des réponses. En ce qui concerne vos 3 lettres, moi, je ne pourrais pas dire oui, ce n'est pas juste. En allemand, O, G, I, ça s'appelle O, ouvert. Objectif ouvert. G, je ne suis pas génial. Pas du tout. Je suis simplement en allemand gut. Et ça veut dire bon, la traduction. Et un, I, vous savez, avant l'élection au Conseil fédéral, la Nouvelle Gazette de Zurich, c'est quand même la Bible en Suisse alémanique, a écrit « Ogui n'est intellectuellement pas capable de devenir Conseil fédéral ». Mesdames et messieurs, ça vous fait mal. Ça fait mal ici. Mon père a lu cet article. Mon père a dit, viens à Kandersteg. Il a mis son bras sur l'épaule. Il a dit, Dolphy, si tu veux devenir conseiller fédéral, le docteur Kurt Müller qui a écrit cette lettre, cet article, a raison. Si on veut devenir conseiller fédéral, il faut être intelligent. Le bras était toujours sur mes épaules. Mais si tu veux devenir conseiller fédéral, papa dit, il faut être sage. Et ce Guy de Montagne m'a expliqué la différence entre
intelligence, intelligence et sagesse. Si vous voulez, je vous réponds en une phrase, la différence. Vous voulez savoir? La définition de Adolfo Guy, senior de Kandersteg. L'intelligence, vous pouvez la chercher au gymnase, à l'école primaire de Kandersteg, au gymnase, à l'université, mes professeurs. Et la sagesse, on doit la chercher aussi, mais en acceptant des valeurs de la vie. En regardant toujours comment réagit tel et tel homme et est-ce qu'il respecte les valeurs de la vie, est-ce qu'il est prêt de vivre ces valeurs de vie. Donc, l'intelligence, on l'a, la sagesse, on doit la chercher, trouver. Je ne sais pas si vous avez compris, mais... Enfin, papa m'a dit ça. Monsieur Guy, vous avez quitté le Conseil fédéral le 31 décembre 2000, après avoir occupé pendant 8 ans le département fédéral des transports, puis le département militaire. Quels sont les dossiers qui vous ont le plus marqué, qui vous ont donné le plus satisfaction, dont vous êtes le plus fier? Il faudrait demander à vous ou demander à ces... Non, mais vous. Alors, je dirais le dossier qui m'a vraiment occupé 24 heures sur 24, une fois quand j'ai pris la décision de créer les 2 tunnels entre Flüelen, Ersfeld et Piasca et Frutigen et Friège, c'est la NLFA. NLFA, c'était, vous savez, il y avait cette opportunité dans la politique, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a des fenêtres qui se ferment, des opportunités. Et dans les années 90, quand j'ai pris le département, quand on avait la pression de l'Union, ils ont demandé de construire une 2e autoroute à travers les Alpes. Après l'ouverture du tunnel du Gothard routier, 1980, on était dans une position extrêmement difficile. Alors à ce moment donné, on dit nous sommes prêts à accepter le transport, mais la marchandise doit être transportée par les rails et pas par la route. Et là, je dois dire, quand j'ai pris cette décision de construire, et j'étais tout seul, c'était vers 11h30 le soir, j'ai eu des dossiers, on pourrait remplir cette salle. La bureaucratie. Mais à un moment donné, c'est vous, comme politicien, comme chef du département, qui devez dire est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on ne fait pas. Quand j'ai pris la décision, on fait en même temps les 2 tunnels. Vous voyez, ce moment, c'était très, très difficile. C'est connu. M. Stich était contre le Lötschberg. Tous les mercredis, il était contre. Tous les mercredis, il a fait un co-rapport. Tous les mercredis, il a essayé d'éviter le Lötschberg. Moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui est arrivé à ce M. Stich. Et moi, je me suis dit, le gardien de la cabane du Lötschenpass lui a servi un mauvais saucisson. Et il a dit à un moment donné, dans ce conseil fédéral, il y a 6 conseillers et un moniteur de ski. Le moniteur de ski, c'était moi. Ça fait aussi mal. Bon, il m'a dû inviter pour un souper dans son hôtel à Berne. Ça coûtait 375 francs. On a mangé et bu. Moi, j'ai eu besoin d'un chauffeur pour me rentrer. Et je peux vous dire, j'ai dit, Otto, ce n'est pas la Confédération qui paye. C'est toi. C'est toi qui paye. Il a dit, oui, je paye, mais j'achèterai demain une pipe. Toujours quand il était fâché, il a acheté une pipe. Quand il a quitté le palais fédéral, il avait une 50aine de pipes. Il avait plus de pipes que toi, mon cher conseiller d'État. Non, c'est la NLFA. Et peut-être deuxième, pour quand même dire encore, disons, un projet que j'ai fait passer, que je suis assez fier, c'était le partenariat pour la paix.
Donc, ce n'est pas l'OTAN, c'est le partenariat pour la paix. Et il y avait cette possibilité d'entrer dans ce partenariat. Qui veut être contre la paix? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, tout le monde devrait faire plus pour la paix. À 3 heures d'ici, à la guerre. À 4 heures d'ici, les enfants meurent, puis ils n'ont pas assez à manger. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Et ce partenariat pour la paix, c'est seulement profitable pour la Suisse. C'est comme une carte menu. Il y a peut-être 250 menus. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Et vous pouvez dire non à ce que vous ne voulez pas manger. Et vous ne devez pas accepter des conditions politiques, financières, économiques, financières, juridiques. Et là, il y avait aussi, à la fin des années 90, la possibilité d'entrer au partenariat pour la paix. Et là, je vous raconte aussi une petite histoire. Il y avait donc la conférence de tous les présidents, premiers ministres du partenariat pour la paix. Il y a une cinquantaine de pays européens qui sont partenaires. On était à Washington. Et moi, j'étais seulement vice-président. Et comme vice-président, donc le moins important, protocolairement vu, j'ai dû entrer en premier à la Maison-Blanche. Il y avait Hillary et Bill. Et ils m'ont salué. Et il m'a dit, Hillary et Bill ont dit, look around. J'ai pu me promener dans cette Maison-Blanche. Il y avait des bureaux ouverts, alors j'ai tout de suite pris le contact. J'ai dit que je venais de la Suisse et pas de la Suède. J'ai discuté avec d'autres. Et on avait le dîner, discours. Et naturellement, comme j'étais le moins important, seulement comme vice-président, ma voiture venait en dernier. Alors, quand je voulais partir, Bill Clinton a dit « Stay, rest ». Mesdames et messieurs, ce soir, j'ai bu trop de verre, je me suis saoulé, dans l'intérêt de la Suisse. Mais Bill Clinton savait que je venais de la Suisse et pas de la Suède. Il savait que je venais de la Suisse et pas du Swaziland. Bill Clinton venait toutes les années en Suisse. Bush, jamais en Suisse. Obama, jamais en Suisse. Et quand j'avais un problème, même comme simple conseiller fédéral, je pouvais téléphoner à Bill Clinton. Et quand il y avait un problème, il a dit « Je t'envoie un émissaire et on va régler le problème ». Mesdames et messieurs, parfois il faut rester et boire des verres, même si vous n'êtes pas alcoolique, dans l'intérêt de la fonction, n'est-ce pas? Oui, mais alors, il faut avoir un chauffeur pour rentrer. Il faut avoir un chauffeur pour rentrer. Ah, toujours. Comme un chauffeur. Ça ne coûtait rien à la Confédération, monsieur le dit. Vous avez entretenu des relations amicales également avec le président Mitterrand, aussi avec M. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, qui est, je vous le signale, docteur en droit de l'Université de Neuchâtel, de notre faculté. Et ces relations amicales, qui semblaient marquer la politique avant, semblent s'être un peu estompées maintenant. On a le sentiment que, par exemple, les Européens nous boudent, ils viennent plus volontiers en Suisse, on accueille moins volontiers des personnes avec ce sentiment-là. J'aimerais souligner que j'ai fait beaucoup de fautes dans la langue sportive, fautes de quart. Je n'ai pas tout réussi. Et j'aimerais clairement dire aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à gouverner que quand j'étais moi au gouvernement. Dans les années 80-90, on avait des amis comme Mitterrand, comme Kohl, comme Blair, comme Clinton. Les Italiens nous comprenaient, les Autrichiens. Bref, ils connaissaient notre système politique. Je me rappelle, en 1993, j'étais la première fois président de la Confédération. J'étais aussi ministre de l'Énergie. On avait une conférence à Paris. Et mes collègues, ils m'ont toujours envoyé beaucoup de, je dirais, entre guillemets, policiers, parce que mes collègues pensaient toujours, oh, il peut dérailler, il faut le contrôler, n'est-ce pas? Alors moi, j'étais à Paris, je reçois un téléphone du président Mitterrand. Et le président Mitterrand dit,
j'aimerais voir le président de la Suisse pendant 10 minutes à l'Élysée. Moi, j'avais pas de voiture. Notre ambassadeur Brunner, qui était toujours à New York, à Washington, il n'était pas encore accrédité à Paris. Je devais organiser moi-même le voyage de l'endroit où on était un peu en dehors de Paris à l'Élysée. J'ai trouvé un Volvo bleu. Et il y avait... Tout le monde voulait venir avec moi. Moi, j'étais avec une grande délégation. On était, je crois, 12. Alors, vite, j'ai pris dans cette Volvo, 2 dans le coffre derrière. On est entré à l'Élysée. La garde en position. Mitterrand sur le perron. Là où Hollande attend les autres. Mitterrand a vu ce spectacle, 2 sauter du coffre derrière. Moi, j'ai dit, quelle impression, nom de nom, aurait dit de la Murat. Alors, le protocole de Mitterrand dit, vous pouvez vous faire accompagner par 2 collaborateurs. Alors, j'ai pris celui-là qui parlait le mieux français et celui-là qui était le plus sage. Alors, les autres pouvaient avoir du café et des gâteaux. Alors, j'étais chez Mitterrand 90 minutes. 90 minutes. Et à la fin, il me dit, je veux voir où vous êtes né et je veux voir votre papa. Et il est venu. Et vous savez, le protocole français est venu à Berne, a dit atterrissage à Belp. Les Français ont mesuré la piste, dit notre président ne va pas atterrir à Belp. On a dit, il a le même type d'avion que nous. Et nos conseillers fédéraux, ils partent, ils atterrissent à Belp. Vous savez, les Français ont dit, vous avez 7, nous on a seulement 1. Après, il est venu, je suis allé le chercher à Payerne et il y avait un 2e avion qui est venu avec ses collaborateurs et collaboratrices. Et cet avion est allé directement à Interlaken parce que les conditions, il fallait 20 lignes de téléphone ouvertes, direction Paris. Alors, c'est seulement le Bellevue à Berne et le Victoria Jungfrau d'Interlaken qui entrent en ligne de compte. Et moi, j'ai fait avec lui le passage par l'Emmental en hélicoptère. Alors, Mitterrand me demande, Monsieur le Président, c'était toujours très formel, Monsieur le Président, comment s'appelle ce village ici en bas? J'ai dit Tsatsivil. Il a dit Tsatsivil. Après, il me demande, combien de socialistes? J'ai dit 0. Mais à Tsatsivil... Après, on a continué. On arrive dans la région de Shangnau. Dans la région de Shangnau, là où il y a le champion de ski Feutz, Shangnau. Alors, il commence nouveau. Monsieur le Président, comment s'appelle ce village ici en bas? J'ai dit Shangnau. Après, il me demande de nouveau combien de socialistes. Mais à Shangnau, il n'y a pas de socialistes. J'ai dit 0, Monsieur le Président. Après, il me dit, est-ce qu'il n'y a pas de socialistes dans votre pays? Alors, je savais, j'ai compris le message. Atterrissage dans 5 minutes à Interlaken. J'ai donné l'ordre au pilote, écoute, dans la ligne où on reçoit M. Mitterrand, il faut, parce que le président était radical, le vice-président était UDC, mais du beau côté de l'UDC, donc les Loki. Et il faut absolument un 3e, ça m'est égal qui est là, une femme ou un homme. Il faut que je puisse le présenter comme socialiste. Alors, atterrissage, Monsieur le Président, je vous présente le ministre, le président de la commune d'Interlaken, radical, le premier vice-président de la commune d'Interlaken, UDC, et voilà le 2e vice-président de la commune d'Interlaken, je ne savais pas le nom, socialiste, il a dit « Enfin !» Et après... C'était pour moi très difficile parce qu'il y avait M. Coty, M. Delamura et Mme Dreyfus. Et lui, il voulait toujours à l'échelle du président. Les autres étaient... J'étais vraiment dans une difficulté. C'est président et les autres, c'était que des ministres. Et on a publié un rapport sur notre politique européenne. Et ce rapport lui a plu. Après, il a fait une conférence de presse avec moi. Il y avait
bon, vous avez peut-être 200 journalistes. Elle a dit, j'ai eu des entretiens très intéressants avec le président Ogi. Et il y avait encore M. Delamuras, il y avait M. Cotier, et il a oublié le nom de Mme Dreyfus, et il a dit, et il y avait encore la femme de Genève. Moi, je ne pouvais pas le corriger, là, il fallait être très correct. Vis-à-vis de Sarkozy, j'aurais dit un mot, mais vis-à-vis de Mitterrand, pas. Alors, après, on est allé à Kandersteg, il est venu à Kandersteg. Là, la commune m'a donné une petite rue, tout près de l'église catholique. Si vous montez la prochaine fois à Kandersteg, c'est formidable là-haut, actuellement. Et moi, j'ai dit, écoutez, vous pourrez avoir cette route, et moi, je prends Champs-Élysées. Est-ce que vous êtes d'accord? Il était tout simplement, il était extraordinaire. Moi, j'étais plusieurs fois à Paris, personne ne savait. Le samedi après-midi, le dimanche après-midi, pour prendre le thé avec lui. Il était socialiste. Moi, vous savez de quel parti je suis, mais du beau côté, du bon loyal. Et lui, le dialogue avec lui, l'histoire dans cet homme, c'était extraordinaire. Et malheureusement, on voulait aller ensemble dans la région de Schaffhouse, parce que là, il était prisonnier chez les Allemands. Il pensait qu'il était en Suisse, et ce n'était pas le cas. Il voulait me montrer. Malheureusement, il nous a quittés. Et avec Kofi Annan, heureusement, il est en Suisse maintenant, parce que j'étais dans son bureau quand M. Chirac, non, c'était M. Sarkozy et M. Blair ont téléphoné. On vous offre un château avec tout le personnel nécessaire. Venez à Paris, ou please come to London, we will do everything for you. Et il est venu en Suisse, et il est devenu docteur honoris causa, et il est très fier. Avant-hier, j'ai téléphoné avec lui, c'est-à-dire lui m'a téléphoné, j'ai dit, je suis dans ton université. Il m'a dit, tu salueras bien tout le monde, embrasser, tu peux pas tout le monde. Merci. À l'époque, Monsieur Guy, vous aviez soutenu le Conseil fédéral pour l'adhésion de la Suisse à ce qui allait devenir l'Union européenne. Ce qui vous avait fait être un énorme ami de l'autre côté de votre parti, M. Blocher. Est-ce que vous referiez ça aujourd'hui? Tout d'abord, je dois vous corriger. Ça arrive rarement que je corrige un professeur. J'ai trop d'estime pour vous. On n'a jamais demandé l'entrée à l'Union européenne. Le 6 mai, le matin, entre 6 et 7, sous la présidence de René Felberg, qui devait aller à l'hôpital, le Conseil fédéral a décidé, et j'y tiens à souligner, d'entrer en négociation avec l'Union européenne. Les journalistes, ils ne veulent pas comprendre ça. Et nous avons fait la réflexion suivante, ou l'analyse suivante. Au mois de décembre, il fallait voter sur l'espace économique. Et le Conseil fédéral savait déjà au mois de mai que ce sera très serré. Et probablement, ou peut-être le peuple pourrait dire non à l'espace économique. La Suisse exporte plus que 60% à l'Union européenne. Donc nous avons eu, je dirais, où c'était très important pour nous que nous montrions vis-à-vis de l'Union que nous avons un grand intérêt de rester en bon contact avec eux. C'est la raison pour laquelle on a dit on entre en négociation. Et ça, c'est vrai, c'était 4 qui ont voté pour entrer en négociation et 3 ont voté contre. Et le fautif, c'est moi. On me critique tout le temps parce que je pourrais vous dire, si vous voulez, qui a voté oui et qui a voté non. Mais tout le monde en pensait qui va voter, va dire non. Et moi, j'ai dit oui. C'est formidable. Je veux dire, un socialiste a dit oui, un a dit non. Un radical a dit oui, l'autre a dit non. Un PDC, ça c'est pas une surprise, a dit oui, et l'autre a dit non. Alors, moi, j'ai dit oui. Et moi, je dois vous dire, heureusement, j'ai dit oui, parce qu'entrer en négociation, ça veut dire on négocie après un résultat.
Le résultat est analysé par le Conseil fédéral et ensuite par les chambres. Et après, c'est vous, le peuple, qui a le dernier mot. Il n'y a aucun risque, mesdames et messieurs. Et après, en décembre, le peuple a dit non à l'espace économique. Et moi, je suis devenu président en 1993 et je suis allé au World Economic Forum à Davos pour expliquer à 25 présidents et premiers ministres qu'est-ce que c'est la démocratie directe, que le peuple a le dernier mot, qu'il faut respecter la décision du peuple. Et j'ai surtout aussi expliqué qu'on veut rester en bon contact avec l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle on veut négocier avec vous pour une entrée éventuelle. En l'an 2000, la France avait la présidence. Ce n'était pas le système d'aujourd'hui où il y a le président, M. Rompuy, et le président de la Commission, M. Barroso, bientôt M. Juncker. Donc la France avait la présidence. Et nous avons reçu une invitation d'assister au sommet de l'Union européenne à Nice. Et au Conseil fédéral, on a longtemps discuté, est-ce qu'on accepte cette invitation de la présidence française? France, c'est quand même notre voisin. C'est important d'avoir les meilleures relations avec les Français. Et le Conseil fédéral a dit, on accepte, et OK comme président, il va. Et moi, je suis allé. On était 26 présidents, premiers ministres, chanceliers autour d'une table ronde. Et à la fin, M. Chirac, qui présidait, a dit « Et maintenant, je donne la parole au président de la Suisse. » Et moi, j'avais un texte qui était préparé par le département des affaires étrangères. 25 fois corrigé par mes 6 autres collègues. Et moi, j'avais la mission de lire ce texte. M. Chirac dit « Et maintenant, je donne la parole au président de la Suisse. » Et moi, je voulais... Je me suis entraîné comme un sportif pour bien lire ce texte sans faute. Alors, M. Prodi, qui était président de la commission à côté, dit « Ah, les Suisses, ils veulent toujours des avantages et des exceptions. » Moi, je me suis fâché. J'ai mis le texte à côté. J'ai dit « Monsieur le Président Chirac, Mesdames et Messieurs, les présidents, premiers ministres, chanceliers, Monsieur Prodi, ici à côté, pense que les Suisses veulent toujours avoir des exceptions. Je veux vous expliquer l'histoire suisse. Et en français fédéral de Kandersteg. J'ai expliqué à ces dames et messieurs la neutralité, la démocratie directe, la subsidiarité, le fait que la Suisse vit en paix depuis 1848, 4 cultures, 4 langues, 26 cantons, 3000 communes, que la Suisse est un exemple pour l'Europe. J'ai expliqué aussi notre politique de transport, l'idée de faire 2 tunnels, aussi dans l'intérêt de l'Union. J'ai donné quelques mots sur la politique financière, économique, sécurité, sociale, etc. Personne n'est allé aux toilettes. Tout le monde a écouté. Et à la fin, un a dit, « Maintenant, nous savons ce que nous devons faire. Nous devons adhérer à la Suisse. » Alors j'avais la confirmation. J'avais la confirmation ce que mon français était compris. Et le plus important, je ne dis pas le nom, a dit, « Chers collègues, la Suisse a fait en 1848 ce que nous essayons aujourd'hui à réaliser en Europe avec beaucoup de peine. La Suisse est pour nous un exemple. » Voilà, ça serait notre article que nous devrons exporter, que nous devrions expliquer mieux. Alors, je corrige encore une fois. Jamais, et ça c'est clair et net, jamais demandé entrer. On a demandé d'entrer en négociation. Et moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, si on vote sur l'Europe, c'est 65% non et 35% peut-être pour aujourd'hui. L'opportunité, c'est-à-dire la fenêtre, est fermée. Mais je vous dis une chose,
et votre président, votre conseil fédéral a tout mon soutien, il faut trouver une solution. Il faut trouver un modus vivendi avec l'Union. On est quand même à l'Europe, on n'est pas une île, et sur cette île, on se sent à l'aise pour encore les 100 ans à venir. Il faut avoir les meilleures relations avec l'Union et j'espère qu'on trouvera des solutions. Si vous voulez une solution ce soir, je vous la donne. Monsieur Guy, le président Valéry Giscard d'Estaing et l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand, Monsieur Joschka Fischer, ont proposé cette année encore que l'Europe prenne comme modèle l'État fédéraliste suisse. Monsieur Giscard d'Estaing disait, je cite, « La Suisse prouve qu'une nation composée de peuples, de langues, de cultures, de religions, d'histoires différentes peut vivre dans la paix et le bien-être quand ces communautés se respectent mutuellement et mettent en commun leurs talents et leurs volontés. » Ma question est, croyez-vous à une Europe fédéraliste? Pour la première remarque, enfin, ils ont compris. Mais je l'ai plusieurs fois dit à Fischer, j'ai aussi dit à Giscard d'Estaing, j'ai eu l'occasion de lui dire, et il faut profiter de chaque rencontre, de leur dire, de leur montrer ce que la Suisse a fait maintenant, il y a 170 ans. Ouais. Moi, je n'y crois pas à une Europe politique. Ça ne va pas dans cette direction. Parce que la différence de culture, de langue entre Hammerfest et Sicile et entre Ural et Portugal, c'est trop grand. On ne peut pas comparer l'Europe aux États-Unis. Ça ne va pas. Mais l'Europe doit trouver une solution qui va plutôt dans la direction économique. Peut-être aussi une Europe à 2 vitesses. Peut-être c'était faux, disons, d'accepter ou d'adhérer à l'Union les pays, les anciens pays de l'Est. C'est aller un peu trop vite dans la politique. Il faut aussi avoir la patience. Il faut savoir quand le moment est donné, quand c'est trop tôt, maintenant les problèmes qu'on a avec les Russes. Enfin, ça... Moi, je n'ai pas de compréhension pour les Russes, mais je dois dire, grâce à Kohl et à Gorbatchev, on a maintenant une solution en Europe. Et grâce à ces deux, l'Union soviétique, si vous voulez, n'existe plus, ce danger n'existe plus. Et M. Poutine, qui est actuellement du ancien régime, il a beaucoup de peine à digérer cette situation. Et là, il ne fallait pas de l'Union et aussi de l'OTAN, il ne fallait pas tout de suite essayer d'entrer à l'OTAN, par exemple l'Ukraine. On aurait dû choisir le système finlandais. Les Finlandais, ils sont dans l'Union, mais ils ne sont pas dans l'OTAN. Ça, c'est très important. Alors, on n'a pas brusqué les Russes. Aujourd'hui, avec cette façon de faire, on brusque les Russes, on ne réfléchit pas, on connaît. Les Américains, ils ne connaissent pas l'histoire et les Européens, ils sont aussi un peu oubliés. Il fallait faire un peu plus lentement, comme un guide de montagne. Un pas, assurer ce pas et après deuxième pas. Alors ça veut dire, moi je n'y crois pas à une Europe unie. Regardez ce qui se passe, les Écossais veulent former leur pays. Les Catalans veulent faire la même chose, il y a d'autres tendances, etc. Mais il ne faut jamais critiquer l'Union. Grâce à l'Union, on a la paix en Europe et on a une stabilité à l'Europe. Et pour moi, l'Union européenne était surtout un projet dans l'intérêt de la paix. C'est un UDC de Grandestedt qui vous le dit, mesdames et messieurs. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne comprends pas toujours cette haine vis-à-vis de l'Europe, cette haine vis-à-vis de tout ce qui vient de l'extérieur, cette haine, ce que l'Europe fait. Ça, ce n'est pas correct. Et maintenant, on a une grande chance de trouver une solution. M. Juncker vient d'un petit pays. M. Juncker, le nouveau président de l'Union, connaît la Suisse. Les vacances, il est en Suisse. Il a la compréhension, la sensibilité
connaît notre système politique. Alors, avec lui, il faut trouver une solution. Et moi, je suis persuadé qu'on va trouver une solution dans l'intérêt de la Suisse, mais aussi dans l'intérêt de l'Europe. Oui, merci. Je crois que... Si vous êtes d'accord, Monsieur Guy, on va quitter le monde politique pour entrer dans le monde sportif. Ce qui frappe d'emblée chez vous, ce soir encore, c'est votre grande vitalité, votre dynamisme. Vous donnez toujours l'impression d'avoir besoin de faire quelque chose. Vous êtes aussi un grand sportif, vous avez été un grand skieur, vous auriez pu faire une carrière de skieur. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi cette carrière? Papa n'a pas voulu. Papa a dit que ça n'a pas de sens dans les années 60. Oui, j'étais un assez bon skieur, j'étais un assez bon sauteur. Mais papa a dit, tu ne peux pas vivre. Là, il n'y avait pas encore les salaires qu'ils ont aujourd'hui. Et papa a eu raison. Papa a eu raison, il a dit, tu dois apprendre comme il faut le français, l'allemand. Papa, je n'oublierai jamais, il a dû monter 70 fois sur la Blumnisalp comme guide de montagne. Le tarif était de 70 francs pour me payer une année école supérieure de commerce à la Neuville, malheureusement pas à Neuchâtel. Et je suis resté 3 ans à la Neuville. Et papa a dit non, tu sais, il faut faire quelque chose. Et le ski, ça n'a pas d'avenir. Et après 64, les Jeux olympiques d'hiver d'Innsbruck, pas une seule médaille pour la Suisse. Et la Fédération suisse de ski est venue chez moi et m'a dit, on veut t'engager et la mission est claire. Ils vont former une équipe qui gagne des médailles à Sapporo en 72. Et je crois que cette mission a été accomplie. Et grâce à cette mission, je suis devenu l'écolier de Grandesteg, a fait peut-être une carrière, si vous voulez. Et en 76, vous avez engagé Roland Français d'Arba, qui nous a fait en 81, pas lui tout seul, mais avec d'autres, la plus forte équipe de ski qu'on ait jamais eue. Oui. À tel point que quand les Suisses sortaient deuxième, les journalistes se demandaient ce qui s'était passé. Monsieur Guy, avez-vous eu du flair? Avez-vous eu de la chance? Avez-vous eu les deux? Et à quoi attribuez-vous cette réussite? En tout cas, je n'ai pas engagé des bureaux pour faire des analyses. J'ai eu les deux, la chance et peut-être, oui, j'ai toujours regardé comment quelqu'un marche, comment quelqu'un se déplace, comment quelqu'un mange, comment quelqu'un traite les collègues, les subordonnés. Aussi quand, par exemple, au département militaire, quand il fallait présenter au Conseil fédéral un nouveau divisionnaire ou commandant de corps, brigadier, moi je suis allé derrière lui toute une journée et après le soir, je savais qui je veux. Et français, j'ai vu tout de suite qu'il avait des capacités hors du commun, qu'il avait une sensibilité aussi de comprendre les Suisses allemands. Ça, c'est très important. C'est très important dans une équipe nationale. Et le pays a 4 langues, mais surtout dans une équipe de ski, il y a les Romands et les Suisses allemands. Et de les réunir, de les préparer pour arriver à un résultat, il faut avoir la sensibilité pour les Romands, mais aussi la sensibilité pour les Suisses allemands. Et Français avait ça. Français a fait un extraordinaire travail. Et je lui suis encore aujourd'hui reconnaissant. Je dirais, c'est lui et Sapporo, c'est la raison pour laquelle je suis devenu conseiller fédéral. Autrement, probablement, ça n'aurait pas eu le cas. Oui, c'est lui qui m'a dit, ce que tout le monde savait, que vous adorez la montagne et que vous avez escaladé le Cervin, mais il m'a dit que vous avez escaladé le Cervin avec 2 guides, dont l'un des 2 avait 80 ans. C'est pas juste, j'avais pas besoin de 2 guides, moi je monte avec un guide. L'autre était Inderbinen de Zermatt, un guide absolument fantastique. Alors ma question est la suivante.
Qu'est-ce que ça vous a fait de gravir le Cervin et qu'est-ce que ça vous a fait? C'était le jubilé. 125 ans, la première montée. Mais moi, j'étais déjà avec 16 ans, j'étais au sommet du Cervin avec papa, sans problème. Et après, donc, on avait reçu une invitation de Zermatt pour le jubilé. Et Delamura était président. Et c'était très confidentiel, c'était clair. Delamura allait à Zermatt faire le discours et moi, je devais monter. Et c'était secret. Et le matin, à la radio, il dit « Ah, au Conseil fédéral, on a eu une très bonne entente. Moi, je parlais en bas et Dolphy doit monter. » Voilà. Et moi, je suis monté avec un guide derrière M. Interbienen. Derrière M. Interbienen. Parce que le respect voulait que je reste derrière lui. Et ce qu'il a fait, il est monté 500 fois sur le Cervin. Et moi, comme un conseiller anständig, correct, je suis resté derrière lui. Mais, monsieur le professeur, je n'avais pas besoin de guide. Ils n'ont pas dû me porter là-haut. Je suis quand même grimpé. Je pensais qu'il vous aidait à monter vos problèmes. En sport comme en politique, vous avez eu beaucoup de succès. Vous avez aussi eu quelques échecs. Et en sport, l'échec le plus cuisant, peut-être, était le refus d'attribuer les Jeux olympiques d'hiver à Sion 2006. Et on les a attribués à Turin. Et j'avais lu à l'époque dans la Gazzetta dello Sport, la Bible du sport, qu'une partie de la victoire de Turin était due à l'intervention de M. Giovanni Agnelli et de Fiat, qui avaient fait marcher tout leur réseau. Et pourtant, vous qui présidiez la candidature suisse, avez dit « la Suisse a de loin la meilleure candidature ». Qu'est-ce que vous retirez de cette injustice? On aurait pu faire des excellents Jeux olympiques en l'an 2006. Et on était très, très, très déçus. Et je dois dire, M. Samaranch m'a promis les Jeux, entre 4 Jeux. Est-ce que c'était M. l'Italien qui était à la base de cet échec? C'était Grindy? Oui, peut-être, mais je ne crois pas seulement. Quand la candidature était lancée, moi j'étais ministre du Sport, j'ai demandé à Sepp Blatter de devenir président de la commission de candidature, comité de candidature. Et il a accepté. Et après, on a lancé sa candidature pour président de la FIFA. Et il est devenu président et après il a dû se retirer. Et après, on était dans une situation un peu difficile. Et le Conseil fédéral, le Conseil d'État valaisan m'a convoqué et a dit tu dois le faire. Et il y avait aussi le chancelier Couchepin qui était à cette réunion. Et le chancelier Couchepin avait la mission de voir avec mes 6 autres collègues s'ils acceptaient que je prenne comme ministre du Sport, que je prenne la présidence. Et moi, je suis rentré de Sierre à Kandersteg. Et quand j'arrive à Kandersteg, le chancelier Couchepin me téléphone, me dit « Le Conseil fédéral n'accepte pas. Tu ne peux pas prendre ça. Tu dois revenir, on doit faire une nouvelle appréciation de la situation. » Et après, je suis de nouveau rentré à Sierre et j'ai pris contact moi-même avec des conseillers et j'ai dit « On est dans un impasse, on est dans une situation difficile. » Et après, ils ont dit tu prends, on est d'accord que tu prends. Et on a fait vraiment un maximum. Et on n'était pas trop sûr. Ça, j'aimerais aussi corriger que les Italiens ont dit on était trop sûr. Non, non, pas du tout. Mais on était, monsieur le professeur Oswald peut le confirmer, on avait le meilleur dossier, on avait la meilleure présentation. La présentation de Turin à Seoul était vraiment pas bien. Et après, M. Blatter est là, je lui en veux. Il nous a quittés 3 jours avant la décision à Seoul, parce qu'il voulait voir Hillary Clinton, il y avait les champions du monde de football. Et là, leur pression des footballeurs à l'intérieur du CIO est venue. Et le jour avant l'élection, on était chez notre ambassadeur à Seoul,
il y avait des rumeurs à ce que ça penche direction Turin. Moi, je suis tout de suite allé voir dans l'hôtel, à l'hôtel M. Samaranch, et j'ai dit, écoute, maintenant, vraiment, on a 2 fois les Jeux Olympiques, 28 et 48, quand personne ne voulait, quand tu avais un problème de visa, de construction, d'impôts, on a toujours trouvé une solution. On a vraiment 3 maintenant à ces Jeux. Et on a perdu. Et je pense que cette décision est injuste. Et je regrette, étant donné, on doit dire, en tout cas, les Jeux de Turin n'étaient pas. Moi, je suis un bon perdant, mais ce n'étaient pas les meilleurs Jeux d'hiver. Et on n'a pas encore tout à fait digéré cette défaite. Ça, je dois honnêtement dire, et je le dis en valaisan. Et pensez-vous qu'avec cette surenchère qu'il y a maintenant dans les Jeux Olympiques, la Suisse a une chance de se voir attribuer un jour des Jeux Olympiques d'hiver? Alors moi, je parlerai maintenant à M. Oswald. Moi, je pense qu'il faut que vous corrigez une chose. Il faut attribuer les Jeux d'hiver à un pays. Suisse, Autriche, Norvège, Suède, Allemagne. Nous, Suisses, nous pourrions organiser les Jeux d'hiver demain matin. On a tout. On a toute l'infrastructure, on a le pop, on a le biathlon à Lenzerheide maintenant, on a les pistes de ski, on a vraiment, peut-être ce qu'on devrait faire, une stade de glace pour un patinoire de vitesse. Mais le reste est là. C'est la raison pour laquelle le CIA, si tu me permets de le dire, a un problème. Si seulement les pays autoritaires organisent des Jeux d'hiver pour l'image de marque du CIO, c'est pas positif, c'est le moins qu'on puisse, aussi subjonctif. Alors c'est la raison pour laquelle il faut changer la formule maintenant. Il faut donner ces Jeux d'hiver peut-être comme essai, comme test en un pays. Et après les Coréens du Sud, la prochaine fois, 2022, ça sera Pékin, mais Pékin, où on skie à Pékin, ou bien ce sera à Kazakhstan. C'est Kazakhstan qui va probablement le recevoir, mais après, il faut venir en Europe. Et il ne faut pas négliger l'Europe. C'est quand même le berceau du ski, du sport d'hiver. Et là, c'est la raison pour laquelle je dirais, Denis, vous devriez décider au mois de décembre à Monte-Carlo, en 26, il faut donner les Jeux à un pays. Il faut faire la même chose que l'UEFA, championnat du monde de l'UEFA. La prochaine fois, c'est la France, et après, c'est l'Europe. Et moi, je pense que ça donnerait nouveau cette image de marque que le CIO a besoin. C'est la raison pour laquelle, pour 2026, la Suisse devrait organiser. Et vous devez un peu baisser vos conditions en ce qui concerne les voitures, vos chambres, les cadeaux, le service médical. Je sais que toi, tu es pas partisan de tout ça, mais vis-à-vis de l'extérieur, quand on a maintenant lu, les Norvégiens, ils ont dit que ce qui est dans vos cahiers de charges, là, il y a des choses, il faut aussi peut-être revoir le cahier de charges. Et moi, je suis persuadé, je ne vais pas entrer dans les détails, que le nouveau président a compris. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que M. Blatter avait fait défection en 2006 au niveau de la candidature. Qu'est-ce que vous pensez de sa candidature à un 5e mandat de président de la FIFA? Écoutez, ça n'a pas de sens que je dise ce que je pense. Il est candidat et il va être élu, voilà. Mais vous pensez bien que, ou plutôt, je vous pose la question autrement, êtes-vous partisan pour une limitation de la durée des mandats? Oui. Et vous dites souvent, pour en terminer avec le sport, que le sport vous a beaucoup apporté. Que vous a-t-il réellement apporté? École de vie. Le sport, c'est la meilleure école de vie. Dans le sport, vous apprendrez à gagner,
sans penser que vous êtes le meilleur. Dans le sport, vous apprenez à perdre sans penser que c'est la fin du monde. Dans le sport, vous apprenez à respecter l'adversaire, à respecter les règles de jeu, à respecter la décision du juge-arbitre. Chaque enfant entre 4 et 15 devrait avoir la possibilité de faire des fautes, sans que ça ait des conséquences pour la vie professionnelle. Ou vous pouvez faire des fautes sans que ça ait des conséquences. Dans le sport, un carton rouge dans le football, c'est négatif pour mon équipe et pour moi, mais ça n'a pas de conséquences. Et je peux voir comment réagit mon caractère, mon tempérament quand ça va mal, et comment réagit mon tempérament et mon charisme quand ça va bien. C'est cette école de vie. Et c'est là pour laquelle il faudrait absolument que cette école de vie que le sport offre ait plus d'importance et soit reconnue par le monde entier. Moi, je connais bien l'Afrique, je connais bien le nord de l'Afrique. Ils sont tous des fans de football. FIFA, UEFA, IOC et surtout l'ONU devraient lancer le football. C'est l'homme de Kandersteg, le skieur, qui vous le dit ça. Lancer le football dans cette région, former les jeunes gens. Les jeunes gens d'aujourd'hui sont les leaders de demain, partout. Professeurs, ils sont peut-être des militaires, ils sont des politiciens, ils sont peut-être des journalistes, etc., etc. Il faut mieux former la jeunesse. Et je vous dis merci pour tout ce que vous faites comme professeur, mais ça ne suffit pas, excusez-moi de le dire. Il faut expliquer que le sport, ce serait une possibilité de préparer une jeune génération qui gère le monde demain. Nous avons urgemment besoin d'un monde meilleur, je l'ai déjà dit. C'est impossible ce qui se passe, c'est inacceptable ce qui se passe actuellement. 40 guerres, 240 conflits, des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Il faut faire quelque chose, il ne faut pas seulement parler de ça, c'est la raison pour laquelle ces fédérations qui ont beaucoup d'argent sous la direction de l'ONU devraient faire plus avec cette école de vie qui est le sport. C'est un des messages que... Est-ce un des messages que vous avez voulu faire passer quand vous avez été nommé conseiller personnel de M. Kofi Annan pour le sport? Moi, je peux le dire une fois clair et net, j'étais bien compris en Afrique, même si je ne parle pas l'africain ou l'arabe ou je ne sais pas quoi. J'étais compris en Asie, j'étais compris en Amérique du Sud et en Suisse, on a rigolé. On a dit, par exemple, la commission, je parle maintenant aux conseillers, il y a le 8e conseiller fédéral. Vous savez qui c'est le 8e conseiller fédéral? C'est la délégation des finances. Là, il y a 4 conseils nationaux et 4 conseils aux États. Et eux, ils ont écrit en 2001, la Suisse a eu 2 problèmes graves, financièrement 2 problèmes graves. Un, c'était Swissair qui a eu cette, comment dirais-je, n'a pas plus volé. Et deuxième, c'était Oki, parce qu'il a touché 200 000 pour son travail. Mais moi, j'ai touché 1 franc par an. Le reste, j'avais besoin pour un bureau et pour payer un collaborateur et pour faire quelques voyages. Et ça, c'était un drame à Berne. Ils n'ont pas bien compris cette mission que j'avais et cette mission qui apportait tant je dirais, d'impressions positives à la Suisse. En Suisse, on a rigolé, mais moi, j'ai lancé plus que 500 projets dans le monde. Malheureusement, mon successeur est un peu moins actif, il va partout, mais il ne lance pas des projets. Mais je ne veux pas le critiquer, chacun fait à sa façon. Mais à Berne, ils n'ont pas compris, voilà. Oui, c'est vrai qu'on a déploré le manque d'engagement du Conseil fédéral à cet égard, quand on sait qu'on a la plupart des grandes fédérations internationales ici, on a un terreau qui devrait faire comprendre au monde politique l'importance du sport et du soutien au sport, notamment chez les jeunes. Vous savez, moi j'étais le premier qui est devenu même secrétaire général adjoint. Ça donne beaucoup de jalousie à Berne. Hein. Vous savez, les tuiles sont
bougeait les tuiles. Ça donne beaucoup de jalousie. Peut-être le deuxième. Bon, maintenant, il y a pas mal de professeurs et de gens qui travaillent pour les Nations Unies, mais ils étaient jaloux que j'étais si près de Kofi Annan. Voilà, ça c'est un fait, voilà. Prochaine question. Êtes-vous un homme de pouvoir, Monsieur Guy? Plutôt. À un moment donné, il faut faire une analyse. Est-ce que vous voulez être conseiller qui fait des conseils, qui donne des informations, qui travaille plutôt à l'arrière-plan et qui ne veut pas prendre des risques ni la responsabilité. Et dans le militaire, à un moment donné, quand j'étais caporal, chez les grenadiers, ce ne sont pas les moins bons, c'est les meilleurs. Là, j'ai senti que je voulais mener, je voulais prendre des responsabilités, je voulais aussi prendre des risques. Je ne voulais pas devenir conseiller fédéral. J'avais pensé que je pouvais devenir conseiller. Je voulais non plus devenir pas trop de Nestlé ou de Novartis ou de Swatch. Mais je voulais être chef, peut-être d'une petite unité, mais je voulais être le chef. Et j'étais prêt à prendre les responsabilités. Et à la Fédération suisse de ski, je devais dire où je voulais aller. Je devais donner des ordres. Vous savez, dans ma vie, il y a quelques mots qui étaient très importants. À un moment donné, quand tous les professeurs, ingénieurs disaient le percement du Gothard n'est pas possible. Il y a la Tavetcher massive et Piora Mulde. À un moment donné, vous devez dire je veux. Je veux. Deuxième chose importante dans la vie, comme professeur, chef d'une entreprise, policier de Kandersteg, guide de montagne, deuxième mot clé, c'est servir. Le peuple doit sentir que, comme président de la Confédération, le premier but est vous voulez servir. Servir au pays, servir aux compatriotes. Très important, savoir servir. Troisième chose qui était importante, c'était les 4 M. Je dis d'abord en allemand, man muss Menschen mögen. Il faut respecter les gens, les êtres humains, même s'ils ont un autre bord politique, même s'ils n'ont pas la même idée, même ils vous contredisent, etc. Il faut les respecter et sentir est-ce que là, il n'y a pas une raison derrière cette position qu'il défend. Si vous êtes d'accord, Monsieur Guy, pour terminer, on va aborder 2 questions plus personnelles. Vous parlez souvent de votre père, ce soir encore, vous en parlez dans votre livre. Vous parlez de votre attachement à ce père qui vous a beaucoup marqué. Parlez-nous de lui et dites-nous qu'est-ce qu'il vous a apporté pour vous avoir autant marqué. Mon père était l'exemple. Si on veut, on peut. Mon père était responsable pour les constructions contre les avalanches. Quand vous rentrez au Lötschberg, en haut à Kandersteg, en haut à 3000 mètres, à 2000 mètres, en 2003, il y a ces constructions contre les avalanches. Mon père a fait ça au nom de la BLS. Et maintenant, il n'y a plus d'avalanches qui descendent. Alors, c'était dur. Il a travaillé du lundi matin jusqu'à samedi à midi. Il était président de la commune. Il était forestier. Il est arrivé samedi après-midi et il est monté comme guide samedi après-midi au Blümlisalp, au Pietschhorn, Lötschental, au Cervin. Il est rentré le dimanche soir, et souvent dimanche soir, vers 8 heures le soir, il y a un téléphone, il y a des alpinistes qui sont en difficulté à Blümlisalp. Il n'y avait pas encore d'hélicoptère. Il est allé, il n'était jamais fatigué, il était toujours positif. Il m'a jamais chifflé quand il fallait parler avec moi. Il m'a parlé quand, par exemple, je ne voulais pas entrer à l'école de sous-officier. Le matin, à 4 heures, je devais prendre le train pour aller à Lausanne. Il est venu avec moi
très calme. Et là, il y avait encore des wagons de chemin de fer, il y avait des portes, vous pouvez entrer, l'autre côté, vous pouvez sortir. Il a assuré que je ne suis pas entré, sorti. À des moments très difficiles, il était avec moi, je n'oublierai jamais. Et quand il m'a donné aussi le courage d'accepter la candidature pour le Conseil fédéral, il ne m'a pas dit « tu dois le faire ». Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que si je serais entré avec la qualification que je suis le meilleur, vous ne pouvez pas progresser. Il y a maintenant les conseillers qu'on a portés parce qu'ils sont les meilleurs. Moi, je suis entré, on m'a considéré comme Tom, pour ne pas dire le mot. Et là, vous avez la possibilité de progresser, de faire mieux tous les jours. Non, je dois beaucoup à papa et à maman. Je ne voudrais pas oublier maman. Ça, c'est très important. Vous en parlez moins. Et moi, j'ai aussi un professeur à l'école. Ce professeur, tous les matins, avant de commencer les leçons, il a fait 3 choses avec nous. La prière, le chant et la politique. Il ne nous a pas dirigés politiquement dans une direction, mais il nous a dit le jeudi matin quelques mots, ce que le Conseil fédéral a décidé le mercredi. Il nous a montré, on n'avait pas encore PowerPoint slides comme hier. Il y avait carte, il nous a expliqué par exemple, la guerre entre Corée Nord et Corée Sud. Nous n'étions pas très intéressés à ce que ce professeur disait, hein, prière, chant et politique, mais il nous a fait réfléchir. Et peut-être il nous a donné la bonne direction. C'est très important. Une dernière question, Monsieur Guy. Votre vie a connu, on l'a vu tout à l'heure, et vous l'avez rappelé, des succès, quelques échecs et aussi un drame. Vous m'avez autorisé à en parler. La mort de votre fils Mathias à l'âge de 35 ans par cancer. Il était juriste. Et pendant une année, vous vous êtes retiré de la vie publique. Alors, j'ai 2 questions. Comment avez-vous pu faire son deuil, votre deuil? Et où avez-vous trouvé les ressources nécessaires pour trouver un apaisement dans la musique, dans la nature, dans les lectures? Deuxième question, clairement, la nature. Discussion avec pas mal de gens. Parce qu'il faut quand même se rendre compte, nous ne sommes pas les seuls. Et j'aimerais dire ici, nous ne sommes pas les seuls qui ont dû vécu. C'est le pire des choses qui puissent vous arriver. De perdre un enfant et vous n'avez que des questions et pas de réponses. Et moi, j'avais plus qu'une année et je n'ai pas encore digéré, j'ai toujours des questions. Je cherche tous les jours pourquoi. Et c'est très difficile de recevoir une réponse. Mais j'ai dit, et je savais, et Mathias m'a dit, ils veulent que nous continuions à vivre, avoir choix. Et il m'a dit 2-3 choses que maintenant, au commencement, peut-être je n'ai pas assez bien compris, mais maintenant je comprends. Et encore une fois, je sais que nous ne sommes pas les seuls, ma femme et moi et ma fille. Et quand je parle de ça, je reçois toujours une vingtaine, une trentaine de lettres et des livres que je devrais lire qui pourraient m'aider. Je remercie tout ça. Mais c'est, à un moment donné, il faut aussi, c'est pas bien ce que je dis maintenant, mais boucler, pas les comptes, mais une fois essayer de suivre la vie, ce que Mathias m'a donné. Et quand ma femme et moi on eu des problèmes, nous allons souvent. Il est à Kandersteg, donc la tombe de Mathias est à Kandersteg. Et moi, je serai aussi là et je vais revoir Mathias, je suis persuadé. Mais tout ce que j'ai dit ce soir, en comparaison avec ce qui nous est arrivé, c'est rien. Pire des choses était de perdre son fils, qui était juriste, comme vous, et qui était un homme très correct. Et il a certainement dû souffrir parce que son papa était conseiller fédéral. Et c'est grâce à lui que je suis
j'ai été missionnaire prêtez-en, c'est lui qui est venu et m'a dit, papa, tu es maintenant fatigué, retire-toi. Je lui suis très, très reconnaissant. Quand on vit un drame pareil, on est parfois poussé à faire un peu un bilan sur soi-même, un bilan de sa vie. Comme il y a un certain nombre de jeunes dans la salle, que souhaitez-vous leur léguer à ces jeunes, à cette génération actuelle comme message? À y croire. À y croire, peut-être à arriver à quelque chose où on veut y arriver. Avoir comment dire, la volonté, si on a un but qui est clair et net, de tout faire pour y arriver. 1. 2. De voir les valeurs de la vie. Je n'ai pas bien expliqué la différence entre sagesse et intelligence, mais la sagesse contient le respect, contient aussi de se contrôler et de voir est-ce qu'on est vraiment prêt, est-ce qu'on est vraiment prêt à aller dans une direction qu'on peut toujours, je dirais, accepter et surtout, je dirais, les voir que c'est la bonne direction, c'est correct, c'est honnête, c'est le sens de vouloir bien faire dans l'intérêt de la société. Et troisième chose, je pense que la formation est très importante, mais pas tout le monde doit devenir académicien. Nous avons besoin, et nous avons, la Suisse a, disons, un potentiel de gens qui gèrent petites et moyennes entreprises, qui sont capables, disons, de trouver des meilleures solutions pour nos problèmes. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi soutenir ceux qui n'ont pas la chance de faire une carrière académique. Et à la fin, bon, vous êtes mieux placé pour dire, à un moment donné, il faut choisir dans quelle direction vous voulez aller. J'ai avant dit la différence entre collaborateur, conseiller et celui-là qui veut être chef d'une entreprise. Et cette décision, il faut la prendre entre 20 et 30. Et le service militaire donne cette possibilité. Au service militaire, on peut voir est-ce qu'on est doué d'être un chef ou est-ce qu'on est plutôt l'homme qui conseille, qui collabore, etc., etc. Alors, il faut accepter, disons, ce test. Il faut accepter et après s'orienter dans la bonne direction, dans la direction où on se sent à l'aise, on peut faire des résultats. Merci, Monsieur Guy, pour cette très belle soirée. Eh bien, c'est plutôt un remerciement que j'aimerais vous donner. Je me souviens que l'année, je ne sais plus, mais nous donnions une formation pour des moniteurs 2, alors qu'on les classait 1, 2, 3 encore à cette époque-là. Et vous êtes venus pendant que nous donnions cette formation et vous nous avez serré la main. Et puis, j'ai trouvé ça extraordinaire et je vous en remercie parce que je ne crois pas qu'on voit très souvent cela maintenant. Ça se passait donc à Macolin.
Ah, une question aussi, Tess. Au vu de ce que coûte une candidature olympique, est-ce que vous êtes toujours convaincu du sens que ça a aujourd'hui donc? Je n'ai pas compris. Vous pouvez répéter un peu plus fort? Ouais. Au vu de ce que coûte une candidature olympique, est-ce que vous êtes toujours convaincu que pour la Suisse ou pour n'importe quel pays, ça a du sens aujourd'hui? Vu le prix. Si par exemple le CIO décide à Bodoka au commencement du mois de décembre de donner les Jeux à un pays comme la Suisse ou à l'Autriche, je vous ai dit, on a tout. Et le CIO est même prêt, avant que Norvège a dit non, le CIO était prêt à offrir à l'organisateur 1 milliard de dollars. Moi, je pense qu'il faut aussi, et je parle aussi maintenant avec Monsieur le Président Oswald, les fédérations sportives, avant les Jeux, ils viennent toujours et ils veulent améliorer l'infrastructure. Ils veulent profiter des Jeux pour améliorer l'infrastructure. L'infrastructure qui n'est plus utilisée après. Par exemple, les tremplins de Turin. Personne n'a sauté, même Amman n'a pas sauté après les Jeux olympiques. Moi, c'est tellement faux. Excuse de me dire, le bassin aviron à Athènes n'est plus utilisé. Si? Alors, je corrige, je présente mes excuses, mais je n'ai pas vu qu'il y a des compétitions internationales là. Mais bon, peut-être avec intention, j'ai pris maintenant parce qu'il était encore président de la Fédération internationale. Mais souvent, les installations, ça, c'est pas utilisé. Et les fédérations, donc fédérations des spécialistes, même le ski, ils posent des conditions, ils veulent des améliorations au point de vue infrastructure. Et ça, là, il faut dire aussi à un moment donné. Et je vous dis même une chose. La Suisse pourrait organiser demain les Jeux d'été. Jean-Pierre, tu es d'accord avec moi? On a tout. Il faudrait construire un bassin pour la natation. Mais on a le tennis à Bâle, on a les stades de football, on a le sport d'équestre à Genève ou à Saint-Gall, on a les stades pour le handball, on a le kayak sur la Simmental. L'athlétisme. Pour le boxe, pour la lutte, on a vraiment tout. La Suisse pourrait organiser demain matin les Jeux olympiques d'été. Ça serait possible. Si vous ne venez pas avec des conditions... Non, il faut être réaliste. Il faut revenir dans le réalisme. Et on a encore Marcolin. On a tout. C'est pas vrai? Aide-moi! C'est vrai, Dolph. J'aimerais profiter quand même, au nom de tous ceux qui ont été des étudiants, des copains, des collègues, par Neuchâtel ou ailleurs, te dire merci pour ce que tu as fait pour le sport. Parce que j'aimerais quand même dire une anecdote. Je ne sais pas si tu te souviens encore. Tu n'étais pas encore conseiller fédéral. Tu étais encore peut-être au Grand Conseil bernois. C'est possible. Je ne suis pas tout à fait sûr. Au Grand Conseil. Moi, jamais voulu. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, tout de suite au Conseil national. Je pense avoir voté pour toi une fois dans le canton. Et puis je vote à la Neuville. Merci. Mais seulement pour toi, s'il te plaît. Seulement pour toi. Le reste, c'était à gauche. Hein. Et tu te souviens que j'avais eu une offre de changer un peu d'orientation, de sortir un peu du système étatique de Macolin. J'avais fait pas mal d'années. Et de monter en centre sportif à Loèche-les-Mains. Et j'étais venu te voir. Mais je vous voyais encore, Dolph Ogi, à ce moment-là. Il était directeur d'Intersport, je crois, à Gumligen, dans la banlieue bernoise. Et il m'a reçu et je lui ai demandé conseil. J'ai choisi Adolphe Ogi, que je connaissais parmi des centaines d'autres personnes du sport suisse.
Et j'ai choisi lui. Et il m'a écouté. Ensuite, il m'a dit, voilà, je te fais apporter un café, je te donne un quart d'heure, tu réfléchis encore, moi je vais réfléchir à ce que tu m'as dit, et je reviens et je te donne ma réponse. Et il était venu, il m'a donné une réponse comme il le fait, claire et nette. J'ai fait cette orientation, j'ai fait cette expérience, je suis revenu dans le système après, mais merci pour tes conseils, merci pour ce que tu as fait, et si les gens t'aiment aujourd'hui, c'est simple, c'est que tu les as aimés beaucoup plus encore. Merci, Dolph. Voilà, je vous laisse encore la parole, peut-être une question ou une remarque. On a, voilà. Dernière. Merci Chris, on va prendre Monsieur l'ancien conseiller fédéral, merci de nous avoir fait participer à cette soirée que vous avez agrémentée de vos histoires très intéressantes et en même temps de votre expérience immense dans le domaine politique et sportif. Et je voudrais justement vous demander un dernier conseil au nom de tous les sportifs qui sont dans cette salle et peut-être aussi des politiciens qui sont appelés à mener notre pays dans les années à venir. Quand on voit l'argent que véhicule le sport et des milliards que perçoivent certains sportifs, non pas forcément parce qu'ils ont beaucoup travaillé, mais parce qu'ils ont peut-être des qualités qui leur permettent d'avoir ou d'intéresser les gens, d'attirer l'attention des gens. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à nos dirigeants aujourd'hui de manière à ce que le sport reste au centre et reste la référence au lieu que ce soit l'argent qui mène le sport? C'est une question très très importante, surtout après ce qui s'est passé à Belgrade, dans le match de football entre la Serbie et l'Albanie. Si nous laissons passer des choses pareilles, aussi ce qui s'est passé samedi passé, match de foot entre Young Boys et Bâle, si le sport n'arrive pas à maîtriser ces problèmes, le sport va dans une mauvaise direction. C'est la raison pour laquelle il faut des présidents, des directeurs techniques qui prennent en main le sport et qui gèrent le sport d'une façon raisonnable, d'une façon que le sport reste au centre. J'ai dit, le sport, c'est la meilleure école de vie. Pas tout le monde va devenir champion olympique ou champion du monde ou champion européen, champion suisse. Important, c'est que le sport est considéré comme une école de vie. Mais ça commence aussi chez nous. Vous savez, quand j'étais ministre de sport, moi, je suis allé devant les conseillers d'État, les conseillers responsables pour le sport dans les cantons. Sur les genoux, je leur ai demandé d'introduire dans le programme 3 heures de gym, 3 heures de sport. Vous savez, c'est extrêmement difficile. Et aujourd'hui, en Suisse, pas les 26 cantons offrent à la jeunesse 3 heures de gym. Il y en a qui disent, nous faisons un camp de ski pendant 1 semaine et nous faisons du sport d'hiver tous les jours pendant 5 heures. Et 5 jours, ça donne 30 heures. Alors, pratiquement, le programme qui est prescrit par une loi est donc acquis. Et il ne faudrait pas toujours critiquer chez nous, critiquer chez les autres, parce que aussi voir ce qui se passe chez nous. Moi, je comprends que ceux qui ont un talent hors du commun, comme Federer ou comme Lara Gut ou
ou comme Cancellara, eux, ils gagnent de l'argent, ils gagnent la vie. Mais quand je vois ceux qui font la course d'orientation, dernièrement, j'étais à Zermatt où il y avait les 5 jours de course d'orientation. Il y avait la fille qui a gagné 3 médailles au championnat du monde. Elle reçoit absolument rien. Et sa performance, elle est également excellente, extraordinaire. Elle doit non seulement courir, elle doit aussi être intelligente. Autrement, course d'orientation, vous allez dans la mauvaise direction, n'est-ce pas? Et là, je pense, les fédérations sportives et le comité olympique suisse, je suis assez clair et net, devaient chercher un équilibre, de traiter ces disciplines sportives où on ne peut pas gagner, mais où on a des résultats. Il faut les soutenir. Longtemps, nos fondeurs n'avaient rien et nos skieurs disciplines alpines gagnaient de l'argent. Et là, l'aide sportive suisse était créée. Et moi, j'étais le premier qui est allé taper à la porte pour recevoir de l'argent que j'ai pu donner 1000 francs à nos fondeurs, par exemple, ceux qui ont gagné la médaille d'argent à Sapporo, les deux Kellin, Eddie Hauser et Giger, ils ont reçu 1000 francs par mois pour pouvoir vivre. Mais cette fille que j'ai maintenant parlé de course d'orientation, elle reçoit pratiquement rien. Et ça, cet équilibre n'est pas donné. Et c'est la raison pour laquelle là, il faudrait que la fédération sportive trouve aussi une solution. En ce qui concerne la Confédération fait un grand effort. Il y a un programme pour l'infrastructure. Quand j'étais ministre du Sport, j'ai fait passer 90 millions de francs pour que l'infrastructure pour le sport d'élite soit à jour. On a donné 10 millions, par exemple, pour la planification stade de Bâle. Mais moi, j'ai dit, je vous donne 10 millions sur ces 90, mais vous devez me garantir que vous construisez le stade. La même chose avec Berne. Et ici, je crois, le 4e programme, parce que les chambres, après, ont décidé toutes les années un montant. Une fois, c'était 30 millions, une fois, c'était 15 millions. Maintenant, c'est 70 millions cette année. Donc, la Confédération fait déjà beaucoup, mais en comparaison naturellement avec l'étranger, c'est pas encore assez. Mais que le sport reste clean, si je peux dire, c'est dans la responsabilité des fédérations sportives. Et ce qui nous manque aujourd'hui, des gens, des bénévoles qui se mettent à la disposition des jeunes, surtout quand les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Quand les parents travaillent peut-être et les jeunes vont se rendre vont faire du sport entre 5 et 7 heures. Et là, ils doivent être bien suivis, bien soutenus. Aussi, au point de vue moral, ils doivent savoir que moi, je ne dois pas devenir champion du monde, mais je dois passer cette école de vie qui est le sport. Alors là, cette responsabilité devrait revenir. Cette responsabilité n'est plus à jour. Merci beaucoup, Monsieur Ogi. Vous nous avez dit des choses très fortes ce soir, mais vous avez su nous les dire en nous faisant rire, à tel point qu'après 5 minutes de votre intervention, mon fils se penchait vers moi et me dit à l'oreille, « Papa, il aurait pu être clown. » Alors, avec Pierre Marco, on a aussi joué un tout petit peu au clown cette semaine et pour vous remercier, nous avons fait une photo pour vous. Et bien sûr, comme à Neuchâtel, on a aussi un terroir magnifique. Je vais appeler nos collaboratrices du service des sports qui ont fait un super boulot pour organiser
cette conférence, pour vous remercier avec quelques produits du terroir de Neuchâtel que vous pourrez déguster tranquillement à Kandersteg. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.